Le 11 novembre 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Vous ne l'emporterez pas avec vous, texte intégral. On attendait ce film avec impatience et sympathie. Durant ces dernières saisons, le genre le plus heureux du cinéma a été la comédie légère d'Amérique. Elle marquait bien depuis quelque temps certaines défaillances, mais Vous ne l'emporterez pas avec vous est d'un de ses maîtres, M. Frank Capra, l'auteur de New York, Miami, de l'extravagant M. Dietz. New York, Miami, idylle conduite avec un humour ravissant, a été un des chefs-d'œuvre de cette veine. Dans l'extravagant M. Dietz, histoire d'un jeune philosophe de village devenu subitement milliardaire et qui s'accoutume mal à la fortune, on apercevait bien de temps à autre des traces de prêchi-prêcha puritain, mais le ton demeurait constamment enjoué et permettait d'évoquer une sorte de Candide à l'américaine. On présumait trop, malheureusement, de l'intelligence de M. Frank Capra. Le goût de l'homélie pseudo-philosophique occupe sans conteste une place considérable dans ses travaux. On avait vu de lui l'an dernier une énorme prosopopée, Les Horizons perdus, célébrant une espèce de cité wilsonienne, sans loi ni maître, située au cœur du Tibet. Toutes les niaiseries du nouveau monde démocratique s'y donnaient libre cours. On pouvait encore prendre ce film pour l'ouvrage d'un homme arraché à sa manière favorite. Mais les images et les dialogues sont là. Vous ne l'emporterez pas avec vous est beaucoup plus proche des Horizons perdus que de New York, Miami. Le scénario marque l'effort des Américains pour s'élever aux grands sujets, les grands sujets que commandent leurs mœurs. Ce que vous n'emporterez pas avec vous, c'est l'argent. Toute l'aventure roule sur ces vérités premières. L'argent ne fait pas le bonheur, et à notre lit de mort, il pèse bien peu. On ne le mettra pas avec nous dans nos 4 planches. On oppose donc un type classique d'illustre financier, dévoré par les affaires, à une famille d'aimables fantaisistes qui ont pris pour règle de mépriser les contingences matérielles et de vivre à leur guise. Ce thème-là en vaut beaucoup d'autres. C'est une idée familière aux chroniqueurs cinématographiques de cette page qu'il ne faut pas repousser les lieux communs, qu'il est presque toujours possible d'en extraire un suc nouveau, de les réinventer. Mais M. Frank Capra et ses scénaristes n'y sont pas parvenus. Le dialogue de « Vous ne l'emporterez pas avec vous » est encombré d'un nombre stupéfiant de lapalissades très longuement mâchonnées. Nous butons à chaque scène sur un prédicateur chargé de nous expliquer le sens de la vie. Ce prédicateur est M. Vanderhoff, le grand-père de la famille des fantaisistes. Il a abandonné un beau jour l'entreprise qu'il dirigeait pour se consacrer à sa collection de timbres Prost et se perfectionner dans l'art de lancer des fléchettes. Il est doublé d'un philanthrope. Il se refuse à vendre sa maison aux grands financiers parce qu'il sait que tout le quartier serait exproprié pour la construction d'une usine et les locataires jetés sur le pavé. Sa petite fille, filant le grand amour avec le fils du financier dont elle est la secrétaire, les Vanderhoff se rencontrent avec ce boyard et sa femme. La soirée tourne mal. L'un des Vanderhoff s'amuse à fabriquer des pétards de fête foraine. Tout le stock explose. On croit à un complot anarchiste. On emmène tout le monde au poste, y compris le boyard. Vanderhoff voit sa cause plaidée par ses innombrables amis et l'incident tourne à son triomphe. Le boyard n'a avec lui que ses avocats. Il commence à comprendre sa solitude. Quand son fils le quitte à son tour pour rejoindre la secrétaire, c'est le dernier coup pour le financier. Il abandonne ses bureaux, le trust gigantesque qu'il venait de réussir et qui a coûté la vie à un de ses concurrents. Il deviendra un intime de la famille Vanderhoff et apprendra le bonheur en se perfectionnant dans l'harmonica et dans le tir aux fléchettes.
Tout cela est évidemment fort arbitraire. Je n'y verrais pour ma part aucun inconvénient si l'œuvre se maintenait, comme beaucoup qui l'ont précédée, dans le ton de la fantaisie légère. Mais M. Capra tient absolument à nous enseigner, à nous transmettre son message, comme on disait en littérature il y a une douzaine d'années. Et le message de M. Capra pèse son bon poids de pierre de taille. Quelle lourdeur dans cet apologue! Et ces palabres qui sentent à la fois le cantique méthodiste et le discours de meeting humanitaire. Puisque M. Capra prend ainsi les choses, force nous est de lui répliquer que son petit univers est fort invraisemblable et que sa philosophie, si l'on ose dire, frise l'absurde. Il nous est impossible de croire un seul instant à la décision du financier qui lâche l'œuvre de sa vie. L'anecdote des locataires sommés de quitter leur demeure dans les 10 jours est insoutenable. On pourrait accumuler les exemples. L'hypercapitalisme américain, certes, est souvent monstrueux, provoquant. Il dessèche les cœurs, fait à tout un peuple une existence inhumaine. Il est excellent que le cinéma l'égratigne. Mais M. Capra s'y prend de telle façon que c'est son financier qui devient sympathique. Que lui oppose-t-on en effet? Des excentriques charmants sans doute, mais enfin des ratés, presque des parasites. Il y a dans la maison Vanderhoef plusieurs artistes. Confronter les combats féroces des hommes d'argent et la création spirituelle, voilà qui est très bien. Mais que sont ces artistes? Un Russe détraqué, dégoûté de tout, qui s'est improvisé maître de ballet. Une dame qui écrit des feuilletons imbéciles et peint des croûtes burlesques. On accepterait très volontiers un éloge de la paresse et de la liberté dans un pays qui étouffe sous la religion du business, sous l'esclavage du dollar. Mais puisque M. Capra a voulu se placer sur le terrain social, nous sommes obligés de lui dire que ces Vanderhoef sont des bohèmes inutiles, à la charge de leurs semblables, sans qu'aucun talent justifie leur fainéantise. Tandis que le financier a créé des usines, distribué des milliards de salaires à d'innombrables ouvriers et employés. On ne peut donc s'empêcher d'observer que la pièce, qui est à l'origine du film, porte 2 signatures juives selon toute apparence. Sous la critique légitime des abus de l'argent, l'anarchie israélite se glisse et donne quelques coups de pioche au fondement de notre société. Je viens de parler de la pièce, elle a eu un long succès à New York, si long que l'on n'a guère osé toucher à son texte. Cette hypothèque théâtrale grève le film. Le dialogue est envahissant. Les Américains, jusqu'à ces dernières années, savaient beaucoup mieux défendre les droits du cinéma. Ce qui reste dans « Vous ne l'emporterez pas avec vous », c'est la peinture de la maison déboussolée des Vanderhoef. Chaque fois que nous y revenons, nous retrouvons le meilleur Capra, plein d'inventions dans les détails de l'humour visuel, sachant incomparablement animer une scène. Mais ces morceaux, charmants et amusants, n'arrivent pas à l'emporter dans la balance. La philosophie est trop copieuse. Monsieur Lionel Barrymore déploie dans le rôle du vieux prédicant une virtuosité qui date un peu, qui a cependant son mérite quand on songe surtout à l'assommant personnage qu'il doit défendre. Monsieur Misha Auer charge trop, cette fois, sa silhouette. Monsieur James Stewart, le jeune milliardaire amoureux, possède un grand naturel, mais avec un physique bien niais. La délicieuse Jean Arthur, l'héroïne de Toute la ville en parle, est cette fois un peu sacrifiée dans un rôle assez fade. Monsieur Edward Arnold joue pour la 40e fois un boyard de Wall Street avec toute sa maîtrise, mais cette fois une pointe d'ennui. J'ai beaucoup aimé la jolie brune Spring Byington
en apprentie danseuse.